On va, on va démarrer et du coup on a le plaisir ce soir d'accueillir Jérôme Nanty et Issine Matola. Je les laisserai se présenter tout à l'heure, mais peut-être juste sur l'esprit un peu de la soirée, enfin de la soirée, du début de soirée finalement. On vous accueille ici à Belleville, c'est le début d'un cycle qui va être mensuel, puisqu'on a décidé cette année d'essayer d'interroger sous le gros mot futur du travail et qu'on entend à toutes les sauces en ce moment, mais finalement quel pourrait être ce futur dans des regards croisés qui sont un peu notre ADN. Vous savez, on aime bien croiser les expériences différentes, les mondes, et ce soir vous avez Jérôme et Issine qui ont deux expériences, deux angles de vue qui sont assez différents sur l'évolution du mode des modes de travail, du rapport à l'entreprise, du rapport au travail plus largement post-crise. Et donc l'idée ce soir c'est de justement croiser les regards de ces deux personnalités riches et différentes, et du coup on a pris le parti pour que je n'oublie rien et que vous perceviez la richesse de chacun de leur parcours, qu'ils puissent se présenter eux-mêmes plutôt que ce soit moi qui le fasse. Et du coup, Issine, je te propose de démarrer pour te présenter et on enchaînera ensuite. Super, merci beaucoup. Donc je m'appelle Issine, je vis actuellement à Londres où je suis la DRH de Aidoc, qui est une petite start-up qui fait du logiciel médical. Et donc j'ai une carrière d'une dizaine d'années dans les ressources humaines. J'ai commencé ma carrière en France. J'ai travaillé à l'époque ça s'appelait GDF Suez, ensuite Airbus. Puis il y a environ 6 ans, je suis partie en Angleterre. Et c'est là que j'ai découvert le monde de la tech et le monde des startups. Et du coup, depuis, j'accompagne des petites boîtes, des startups, des boîtes un peu plus grosses, des scale-up, sur tous les sujets RH, people, culture. Voilà. Merci. Et du coup, Jérôme, de votre côté. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérôme Nanty, je suis le DRH du groupe Carrefour et que j'ai rejoint il y a un peu plus de 4 ans avec Alexandre Bompard. Précédemment, j'ai été DRH de plusieurs entreprises dans des secteurs assez différents. J'ai été DRH du Crédit Lyonnais, j'ai été DRH du groupe Caisse et Dépôt, j'ai été DRH d'une entreprise de transport public qui s'appelle Transdev. J'ai été DRH du groupe Air France KLM et puis aujourd'hui chez Carrefour. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, deux parcours différents, deux entreprises différentes avec un Carrefour qui peut avoir un legacy qui est plus important qu'un Aidoc. Et du coup, ça va être des regards enrichissants, une entreprise historique. Décodeur. Comment ? Le décodeur. Le- Dit 2 mots à la suite que je ne connais pas. Ah, alors dites-moi. Je ne peux même pas les redire tellement je les connais. Legacy, pardon, héritage. Héritage. Merci. Des entreprises à fort héritage qui imposent du coup des enjeux de transformation qui sont un peu plus importants que dans des startups qui, elles, sont plus récentes. Et deux entreprises assez différentes, puisque Carrefour, vous avez une population, vous avez 85% des collaborateurs qui sont, si je peux mettre ça sous ce vocable, des opérationnels, mais donc sur le terrain, directement en magasin, et le reste en siège. Et Aidoc, où vous avez finalement des profils très recherchés au niveau mondial dans la tech, avec une culture full remote qui est quasi native finalement. Il y a un rapport au travail qui est plus anglo-saxon, donc deux visions du monde qu'on va croiser ce soir. Et peut-être pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous proposer chacun de dresser un peu en quelques mots, vraiment d'un point de vue macro, un peu le portrait de votre entreprise, l'image avant-après la crise. Finalement, une manière de se dire quels effets a eu la crise sur vos entreprises. Est-ce que ça a tout bouleversé? Est-ce que ça a accéléré? Comment est-ce que vous décrivez chacun? Peut-être Issine, si tu veux démarrer. Oui, bien sûr. Donc Aidoc, c'est une entreprise qui n'est pas full remote, qui est hybride. Et c'était déjà le cas avant la crise. Et hybride, ça veut dire qu'on a un bureau à Londres, mais les collaborateurs ont la possibilité de choisir l'endroit duquel ils ont envie de travailler. Donc ils peuvent travailler de chez eux, ils peuvent travailler d'un lieu public, ils peuvent partir en vacances et travailler de l'étranger. Voilà, du moment qu'ils sont en mesure de faire leur travail de manière efficace, ils décident où ils vont et d'où ils travaillent. Et du coup, Aidoc, c'est une toute petite start-up qui a levé série A en fin d'année dernière. Donc, c'est 55 personnes aujourd'hui. L'idée, c'est d'être une centaine d'ici 9 mois et puis ensuite de continuer à croître en allant sur de nouveaux marchés. Et donc, en termes des profils qu'on a dans la boîte, en effet, beaucoup de profils tech, donc des développeurs,
à tout niveau de seniorité, du back-end, du full stack, des profils DevOps, Data Science, et puis des profils produits, et puis des métiers un peu plus communs, du marketing, des ventes, etc. Et du coup, est-ce que la crise, toi, si tu devais dresser un portrait de Haydock avant-après, quels effets un peu ça a eu, vraiment en macro, si tu refais le film un peu accéléré, quels effets ça a eu sur Haydock? Donc nous, ça n'a pas été une rupture dans le sens où, étant donné qu'on avait déjà ce modèle hybride avant, on n'a pas eu de problématique d'équipement, on n'a pas eu de problématique d'apprentissage d'outils, parce que tout le monde avait déjà son ordinateur et tout le monde pouvait déjà travailler d'ailleurs s'il le souhaitait. Par contre, les gens ont perdu du coup cette liberté de choisir d'où ils travaillaient, étant donné qu'on a eu en Angleterre comme ici, on a eu des périodes de confinement. Et on a des populations particulières pour qui ça a été plus compliqué que pour d'autres. On a des profils qui ont l'habitude de travailler à distance. On a certains profils qui sont full remote, ailleurs en Europe également, même si la majorité de l'entreprise vient aussi sur le site à Londres. Mais les profils qui étaient très juniors, qui du coup n'avaient pas eu cette expérience de l'entreprise, n'avaient pas eu forcément ces périodes d'apprentissage dans la vraie vie, ça a été un peu plus compliqué. Les profils qui étaient en transition, en conversion, qui sortaient de leur zone de confort, qui apprenaient de nouveaux métiers, de nouvelles activités, pareil, ça a été plus compliqué de faire ça à distance avec tout le quotidien de la crise à gérer et l'effet que ça a pu avoir sur nos foyers. Mais après, nous, sur la majorité des profils, sur la majorité des activités, des fonctionnements des équipes, il n'y a pas eu de changement important. Ça a accéléré des conversations qu'on avait déjà sur, par exemple, la gestion de la connaissance. Mais étant donné qu'on était déjà en remote et en hybride, on avait déjà ces sujets-là. Donc voilà, ça a juste été un accélérateur sur le mode de travail, sur l'engagement et sur juste la manière dont les salariés connectent avec la boîte. Merci beaucoup. Et de votre côté, Jérôme, comment est-ce que la crise, si on devait faire ce portrait, est venue bousculer un peu Carrefour? Alors, elle l'a bousculé sans vraiment le bousculer. On a connu des périodes différentes parce que au tout début du premier confinement, les magasins ont été pris d'assaut, parce qu'il a fallu qu'on adapte nos horaires en fonction des couvre-feux, parce qu'évidemment, il a fallu qu'on mette en place toutes les règles sanitaires dans les magasins, parce qu'à certains moments, on nous a demandé de fermer certains rayons. D'ailleurs, ça a été le cas dans tous les pays. Enfin, les timings étaient différents, mais à la fin, on est passé un peu dans les mêmes phases dans tous les pays. Donc, mais ce qui m'a frappé, par exemple, c'est que lorsqu'il y a eu la sortie du premier confinement en mai 2020, en fait, pour nous, ça a été un non-événement. C'est-à-dire que ça a été la continuité de l'activité, c'est-à-dire que le monde autour de nous a recommencé à fonctionner normalement, mais nous, on a continué. La seule chose qui a changé, c'est que nos clients ont retrouvé leurs habitudes de consommation antérieures. C'est-à-dire que pendant le confinement, ils venaient à des horaires très atypiques. Ils venaient faire leurs courses le matin en semaine, qui sont des moments où normalement, il n'y a personne dans les magasins. Et les week-ends, et le soir, les magasins étaient vides. Donc, ils ont repris leurs habitudes d'avant. Nous, il a fallu qu'on s'adapte à ça, mais in fine, ce qui a changé après presque 2 ans dans les magasins, c'est 2 choses. D'abord, c'est qu'on a des règles sanitaires qu'on applique et qu'on continue à appliquer. Et puis, il y a eu cette formidable croissance du e-commerce, c'est-à-dire du commerce en ligne. Alors, on n'est plus sur les niveaux qu'on avait connus pendant les périodes de confinement, mais on n'est pas revenu non plus au niveau antérieur. Et au final, et puis en face de ça, vous avez 10% de la population de Carrefour, qui sont les populations de sièges, qui eux ont été en télétravail pour la plupart, comme la plupart des sièges de grandes sociétés. Mais ça a été, je pense, une période qui a plutôt accéléré des tendances qui étaient précédemment à l'œuvre qu'une période de rupture. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un magasin Carrefour aujourd'hui, il n'est finalement pas fondamentalement différent de ce qu'il était il y a 2 ans. Et là, on est en train de revenir dans un fonctionnement à peu près normal dans les sièges. Donc, j'aurais l'occasion d'y revenir. Je pense qu'il y a un rapport au travail qui est différent, mais ce n'est pas une rupture, ce n'est pas un bouleversement. Quelqu'un qui aurait été
sur la planète Mars pendant 2 ans et qui reviendrait aujourd'hui, ils trouveraient ça bizarre que les gens soient masqués, qu'il y ait des distributeurs de gel, qu'ils ne s'embrassent plus, qu'ils ne se serrent pas beaucoup la main, qu'ils ne sont pas tous les jours au bureau, mais c'est tout. Sinon, pour le reste, c'est finalement pas si différent. On a juste, je pense, gagné du temps sur certaines évolutions par rapport à ce qui se serait passé normalement. Ok. Donc du coup, si on vous écoute tous les deux, on a une accélération, pas de rupture massive. Et si on essaie de rentrer un peu dans le détail, peut-être de manière un peu plus spécifique, parce que si on en reste à ça, on a le gros débat sur le télétravail, qui, je pense, est un symptôme, mais derrière, vous l'avez décrit, vous l'avez commencé à l'évoquer, le rapport au travail qui change, derrière même le rapport à l'entreprise. Et si on commence avec vous, Jérôme, comment vous analysez peut-être cette évolution de rapport, si on rentre dans le détail, d'abord sur le rapport à l'entreprise, mais aussi sur le rapport au travail qui va bien au-delà du sujet simple du télétravail. Oui, je pense que le télétravail est quelque part un peu un faux débat qui malheureusement obscurcit les vraies questions. Ce que cette période, on a vécu quelque chose qui était totalement improbable, qui était une expérience, en tout cas dans nos sièges et puis dans beaucoup d'entreprises, de télétravail contraint, massif, pas préparé, et que j'espère on revivra plus sous cette forme-là. Et du coup, on en a touché toutes les limites. Alors c'est intéressant parce qu'on en a vu aussi les intérêts, mais on en a touché aussi toutes les limites. On aurait cette espèce de test incroyable en grandeur nature, on n'aurait jamais imaginé qu'on pourrait le vivre. Donc on a beaucoup progressé. Et ce que moi je retiens de cette période, c'est que la question n'est pas tant de savoir si nos salariés vont venir travailler 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 jour. C'est clair que la tolérance au temps de transport est beaucoup plus faible qu'avant. Elle baissait déjà, mais du coup, on le voit d'ailleurs dans un certain nombre d'enquêtes, le temps de trajet devient un critère beaucoup plus important qu'il ne l'a jamais été dans le choix des salariés. Et finalement, le principal, je pense, sujet du télétravail, c'est ça, c'est de diminuer le temps de trajet. Dans une entreprise qui se donne les moyens d'avoir des locaux convenables, un management de qualité et une ambiance satisfaisante, de manière générale, les gens ils trouvent qu'ils travaillent mieux au bureau que chez eux. Donc la principale raison qui fait que vous pouvez avoir une préférence forte sur le télétravail, c'est essentiellement de supprimer des trajets. Et je pense que le vrai sujet finalement qui ressort de toute cette période, c'est que ce que les salariés ont appris, c'est l'autonomie. Finalement, des entreprises, alors c'est vrai, je peux utiliser le terme de legacy, mais traditionnelles comme les nôtres, elles étaient encore très structurées sur des modèles hiérarchiques anciens, c'est-à-dire sur l'unité de temps et de lieu, et sur un management presque par le contrôle visuel. C'est-à-dire que les salariés, ils arrivaient, vous seriez venu au siège de Carrefour il y a 2 ans, les gens, ils arrivaient quasiment tous en même temps, ils sortaient du RER, ils arrivaient à 9h du matin, ils partaient quasiment tous en même temps et ils travaillaient dans les mêmes locaux. Je pense que c'est ça qui est fini. C'est-à-dire que les salariés, on leur a demandé d'être autonomes, y compris quand il y a eu le retour au travail, on leur demandait de ne pas tous arriver en même temps, on leur demandait de ne pas s'installer dans les mêmes salles, etc. Donc on leur a demandé de prendre leur autonomie dans la gestion à la fois de leur temps et de leur espace de travail, et ça, ils ne nous la rendront pas. Et finalement, ils ont raison. Et donc je pense que le sujet, ce n'est pas 2, 3, 4 jours de télétravail, c'est je suis autonome dans la gestion de mon temps. Je peux venir tous les jours, mais je vais venir un jour de 11h à 15h, le lendemain de midi à 16h, parce que j'aurai une utilité à être là, parce que j'aurai une réunion, parce que je devrais traiter un dossier que je ne peux pas traiter de chez moi. Mais il n'y a plus, je pense que le gros changement post, c'est que cette espèce de contrainte, alors c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une crise de rupture, qui était en train de disparaître, mais qui était encore quand même un marqueur culturel fort, elle vole en éclats. Et d'ailleurs, on le voit bien, je le vois aujourd'hui, les gens reviennent, mais ils ne reviennent plus comme avant. Ils sont beaucoup plus... très naturellement, ils ont repris la maîtrise de leur temps et de leur espace. Et du coup, ici, si on fait le parallèle... Là, je parle des sièges, parce que malheureusement, pour une entreprise comme Carrefour, l'impact sur l'organisation du travail en magasin, où il n'y a aucune...
Dans les magasins, il n'y a plus aucune, depuis très longtemps, fonction support, administrative, etc. Il n'y a vraiment que des fonctions très opérationnelles. Par construction, la question, évidemment, ne se pose pas. Mais par contre, du coup, je rebondis, pardon Issine, mais ce que vous décriviez, c'est qu'il y avait quand même aussi des conséquences et des évolutions dans le rapport au travail sur le terrain, sur les horaires de travail le samedi, etc. Mais sur l'équilibre de vie pro-vie perso, c'est pas une tendance. Il y a une tendance qui peut peut-être concerner plutôt les sièges, mais qui reste quand même aussi globale sur toutes les populations où il y a des choses remises en cause. Oui, c'est vrai. Alors par exemple, on voit bien que nous, un sujet qui n'en était pas un, en devient de plus en plus. Les horaires de la grande distribution sont des horaires atypiques parce que les magasins sont ouverts le soir. Souvent, ils sont ouverts de plus en plus tard le soir. Ils sont ouverts tous les samedis. Ils sont maintenant ouverts de manière à peu près systématique tous les dimanches matins et parfois même, dans certaines périodes, le dimanche après-midi. Et il se trouve que c'est ces horaires, le soir, le samedi et le dimanche, où il y a le plus de clients. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les gens ils font leurs courses le soir et le week-end. Et ça, ce qui n'était pas un sujet, le devient. C'est-à-dire qu'on voit bien que vis-à-vis d'un certain nombre, notamment de jeunes générations, en clair, ils ont un arbitrage entre leur vie professionnelle et leur vie privée qui fait qu'ils acceptent beaucoup moins volontiers, quel que soit par ailleurs le prix. C'est des horaires qui sont payés très cher par rapport à des horaires de travail normaux, quel que soit le prix payé. Ils sont, vous voyez là, on sort d'une négociation avec l'encadrement où on a un énorme débat sur le volontariat du travail le dimanche. C'est-à-dire que dans des petits magasins, les cadres revendiquent le volontariat du travail du dimanche. Sauf que dans un magasin où vous avez 3 cadres, vous ne pouvez pas fonctionner au volontariat parce que quand vous ouvrez le magasin, il faut qu'au moins il y en ait 2 qui soient là. Donc c'est des sujets très très compliqués et je pense que cette période-là, les gens ont réfléchi, ils ont vécu différemment, et donc ils ont des attentes différentes et plus fortes. Très bien. Et du coup, est-ce que chez IDOC, on a un peu les mêmes questionnements, alors peut-être à des niveaux différents? Vous étiez plus mature sur le distanciel, ou en tout cas une population qui est beaucoup plus prompte à travailler en distanciel par rapport aux aspects magasins de chez Carrefour. Qu'est-ce que la crise est venue renforcer et accélérer de votre côté? Nous, c'était assez différent dans le sens où la tendance qu'on avait et du coup qui a été accélérée, c'est une tendance d'individualisation. Et je pense que c'est dû à 2 choses. C'est dû à nos types de métiers et c'est dû à ce type d'entreprise-là, aux startups. Parce que du coup, on est dans une phase où ce dont on a besoin, c'est de l'exécution et des profils qui sont niches ou qui sont très très bons à ce qu'ils font. Et du coup, on n'est pas sur des sujets d'uniformisation, on n'est pas sur des sujets de conformité, ce qui veut dire qu'on a vraiment cette individualisation dans le sens où si une personne dans un poste particulier pense qu'il travaillera mieux d'une certaine manière, bah, il le fera. Et ça ne veut pas dire que tout le monde autour fera la même chose. Parce que si c'est un contexte différent, si c'est des attentes différentes et si c'est des modes de travail différents dus au métier, dus aux équipes, dus aussi aux personnalités, aux préférences, dus à des choses. On a beaucoup sur les sujets de diversité, par exemple les sujets de neurodiversité, les personnes qui peuvent pas travailler de manière efficace quand elles sont au milieu d'un bureau avec du bruit autour. On a vraiment ce sujet d'individualisation en fait, et du coup on ne cherche pas à avoir des règles ou des cadres qui s'appliquent à tout le monde, mais c'est avoir juste évidemment quand même un cadre global, mais après s'assurer que chacun puisse faire les choix qui conviennent à ce qu'ils sont en charge de délivrer, de créer, de faire. Et que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau de petites unités. Par exemple, nous, les devs, ils travaillent sur un modèle avec de la méthodologie agile. Donc, c'est des petites squads qui s'organisent entre eux, qui ont leur propre rituel, leur propre façon de travailler ensemble. Et ouais, du coup, ce qui a été renforcé, c'est ces sujets d'individualisation. Et du coup, comment est-ce que ça va quand on a 50 personnes, mais j'ai accompagné par exemple des scale-up où on arrive sur des populations où on a 500 personnes. Comment est-ce que on fait marcher aussi ces sujets-là et on crée les cadres pour que tous ces sujets d'individualisation fonctionnent quand on scale?
Ouais, à terme. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. Et ce qui est intéressant aussi quand on préparait, c'est que tu disais que même si justement on pourrait imaginer, on a vu certaines entreprises qui se sont dit génial, full remote, on va supprimer les bureaux, quelques économies. On pourrait imaginer que sur des boîtes qui sont plutôt natives culturellement dans cette culture-là, finalement le bureau allait sauter. Et dans ce que tu dis, au contraire, l'utilité du bureau, elle a été renforcée avec la crise pour les équipes. Ouais, ce qu'il y a, c'est que on peut pas, si on a des gens qui sont habitués à venir au bureau, à travailler au bureau, on ne peut pas juste fermer le bureau et leur dire voilà, vous faites la même chose de chez vous. C'est vraiment des sujets de fond et surtout quand on a des équipes par exemple sur des zones horaires différentes, c'est vraiment des questions sur le mode de travail, sur comment est-ce que on partage la connaissance, comment est-ce qu'on prend des décisions quand on n'est pas tous dans la même pièce. Et du coup, c'est des sujets en fait qu'on ne peut pas juste dire vous êtes chez vous et puis on espère que tout se passe bien et puis on transpose tout ce qu'on faisait au bureau de manière virtuelle. C'est vraiment réfléchir sur ces sujets-là et changer certains des modes de travail. Donc non, nous, ça n'a jamais été un sujet de se dire on ferme les bureaux. Pour aucune des boîtes que j'ai accompagnées tout au long de la pandémie, pas que Aidox, pour aucune ça a été un sujet de se dire on ferme les bureaux, parce qu'en effet, il y a une utilité et parce que les gens en fait le choisissent. Quand ils viennent au bureau, c'est qu'il y a une raison. Donc ils viennent au bureau pour créer du lien, ils viennent au bureau pour des sujets d'idéation ou de créativité en plus grand groupe. Ils viennent au bureau pour de l'intégration. Ils viennent pour des points, pour des activités particulières qu'ils ne peuvent pas faire de chez eux et c'est pour ça qu'on garde les bureaux. Ok. Du coup, c'est encourageant, mais du coup, il y a les usages qui guident ça. Mais dans ce que vous décrivez, c'est qu'en fait, à chaque fois, se pose un peu la question du choix. Que ce soit le choix où on veut travailler, mais dans ce que vous décriviez, Jérôme, aussi, même sur des horaires de travail, sur le week-end, etc., en fait, la notion de choix s'impose aussi, et on a des populations qui viennent imposer un certain nombre de choix. On pourrait faire le parallèle avec une culture, alors le parallèle il est un peu gros, mais avec la culture transactionnelle un peu anglo-saxonne, mais une distance qui se met par rapport à l'entreprise, où c'est un rapport moins sacrificiel au travail qu'on peut avoir en France, ou quelque chose de beaucoup plus engagé. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce trait commun qui se dessine là, peut-être pas dans les mêmes proportions, mais si on prend le temps de le creuser un peu, comment est-ce que vous arrivez justement à garantir, par exemple chez Carrefour, cet équilibre entre aspiration et réalité individuelle que décrivait Yssine, et en même temps la nécessité de ce cadre collectif, parce que ça vient quand même se percuter de plein fouet. Il y a un moment donné, il y a un effet volume qui joue. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire sur quelques centaines ou quelques milliers de personnes, Carrefour, c'est 350 000 personnes, vous ne pouvez pas avoir 350 000 organisations individuelles. Et à un moment donné, il faut encadrer cette autonomie. Vous voyez, par exemple, un siège, comme le siège de Carrefour, c'est un siège qui accueille 4 000 personnes. Si vous donnez un jour de télétravail en plus, ça veut dire que vous avez 20% d'effectifs en moins chaque jour, c'est 800 personnes, c'est beaucoup. Et en fait, il y a pire que des open space, c'est des open space vides. Donc, nous, on a un sujet qui est comment on arrive à adapter à la fois la règle collective. Alors, c'est là où le digital nous aide, parce qu'on a mis en place des applications qui permettent aux gens de dire je vais venir à telle heure, je vais partir à telle heure, voire de réserver une place, etc. C'est indispensable, parce que sinon, on va avoir des variations qui fait qu'à un moment donné, on ne va plus pouvoir accueillir les gens, les bureaux vont être vides, donc on est obligé d'une certaine manière de le réguler. Et après, sur les locaux, indépendamment de l'aspect économique, est-ce qu'on a besoin de moins de mètres carrés, etc., c'est que c'est des bureaux vides, c'est épouvantable. Moi, j'ai travaillé pendant le premier confinement, on était 100 à Massy, dans un site qui donc on accueillait presque 4000 avant le confinement. Je vous assure, c'était sinistre. C'était comme les rues de Paris, quoi. Donc, il faut aussi que les locaux soient dimensionnés pour le nombre de personnes qui sont là à un moment donné. Il n'y a rien de pire que des places vides. Quand on a fait revenir les gens progressivement, ils se plaignaient parce qu'ils ne revenaient pas tous, on est remonté en plein, et ils venaient, ils étaient tout seuls dans leur espace de travail. Franchement, ils disaient, mais pourquoi je viens, quoi. Voilà. Donc l'intérêt du bureau, c'est quand même l'interaction sociale, c'est pas d'être... Donc c'est des sujets qui sont quand même très très compliqués, mais il y a un sous-jacent immobilier qui est, évidemment existe. C'est-à-dire que si vous repensez votre vie personnelle, vous allez repenser votre appartement.
Si vous repensez votre vie au travail, vous allez repenser l'organisation spatiale de votre espace. C'est mécanique. Hein. Puis, il y a des choses matérielles. Vous voyez, par exemple, là en ce moment, pour respecter les règles sanitaires, on a des contraintes dans la restauration d'entreprise. C'est-à-dire que là où on servait 2500 repas par jour, on peut en servir 500. Il faut quand même, du coup, mettre en place des mécanismes pour que les gens puissent déjeuner, alors qu'ils ne peuvent pas tous aller, parce que les restaurants d'entreprise, je précise, ce qui est une aberration, hein, dans laquelle on se bat, ne sont pas traités comme les restaurants, ils sont traités comme les bureaux. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, les gens, si vous mangez à la cantine, ils sont en quinconce à 2 mètres l'un de l'autre avec des parois en verre. S'ils vont à la pizza en face, ils sont entassés très tranquillement. Donc on gère aussi ces espèces de paradoxes, hein, qui pour le coup sont des sujets réglementaires. Donc il faut trouver cet équilibre, je suis d'accord, entre des aspirations individuelles qui seront plus qu'elles étaient avant, et quand même un minimum de règles collectives dès que vous êtes un peu nombreux dans une entreprise. Et si on rentre un cran dans les spécificités de Carrefour, est-ce qu'aujourd'hui, alors j'imagine que les choses prennent leur temps aussi dans ce que vous décrivez, mais est-ce que ces choix-là, ils peuvent être laissés à la maille de l'équipe une fois que le cadre est posé? Comment est-ce que vous fonctionnez? C'est le principe. Ouais. C'est d'essayer de faire en sorte que le choix... Alors, c'est là où... D'ailleurs, je pense que c'est un des enjeux les plus compliqués qu'on ait. C'est que le fait de ne plus avoir tout le monde au même moment, au même endroit, rend l'exercice managérial beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué de manager des gens à distance que de manager des gens qui sont présents physiquement. C'est encore plus difficile de manager une équipe dont une partie est à distance et dont une partie est là. Et donc, en fait, on a un énorme travail, nous, d'accompagnement de l'encadrement à tous les niveaux pour qu'ils mettent en place des rituels qui leur permettent de fonctionner dans ce nouveau cadre. Très honnêtement, dans une entreprise comme la nôtre, à part quelques secteurs un peu qui étaient naturellement mieux préparés, parce qu'on a des équipes digitales très puissantes, on a des grosses équipes tech, etc. Mais dans les secteurs, j'allais dire, les activités traditionnelles, ils n'étaient pas du tout préparés à ça. Donc il y a un très gros effort, on l'a fait, hein, de formation et d'accompagnement pour apprendre à manager une équipe qui n'est plus là. Voilà. Moi, si on décide on est un groupe là, je sais pas, on est une 50aine de personnes, vous êtes là, on est là au même moment, on va pouvoir fonctionner ensemble. Si on a la moitié qui sont là, la moitié qui n'est pas là, c'est déjà plus compliqué. Si vous n'êtes pas là du tout, ça l'est tout autant. Donc c'est pareil dans une entreprise. Et du coup, si on change d'échelle et qu'on rebascule chez Idoc, comment est-ce que vous gérez, vous, ce rapport deal individuel, deal collectif? Tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est finalement un peu votre logique. Il y a une question d'échelle qui joue. Comment est-ce que tu arrives à préserver finalement une culture un peu commune et je sais pas moi, est-ce qu'il y a des jalousies? Comment vous arrivez à gérer ça? Parce que j'imagine qu'il peut y avoir des gaps entre différents profils qui peuvent être compliqués à gérer dans l'entreprise. Je pense que dans les cultures anglo-saxonnes, on a un rapport un peu dépassionné au travail, dans le sens où, moi je sais que je viens pour faire mon travail. Si la personne d'à côté a des problématiques différentes, fait quelque chose de différent et a besoin d'un cadre, d'un environnement différent pour une raison ou pour une autre, je ne vais pas me dire « Ah ben pourquoi est-ce que moi j'ai pas ça ?» Parce que non, voilà, moi je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Si ce que j'ai à faire implique que j'ai besoin de venir au bureau ou que j'ai besoin de faire les choses d'une manière ou d'une autre, c'est le deal. Et c'est communément admis. Après, évidemment, on essaye quand même de faire en sorte que, sur certains sujets, on ait des choses qui s'appliquent à tous. On essaye de faire en sorte que les gens puissent tous se retrouver. C'est quelque chose que font beaucoup les startups, c'est faire des retraites 2 fois par an. Surtout quand on a des équipes un peu partout dans le monde, s'assurer qu'il y ait quand même des endroits et des moments privilégiés où les gens puissent se retrouver et créer des connexions dans la vraie vie. Mais après, non, je pense qu'on n'a pas autant ce sujet parce que c'est le deal en fait dès le début. Ce que tu disais, c'est que même sur les sujets salariaux, parce que sur les populations tech, c'est quand même un énorme sujet, même de ce point de vue-là, des différences de traitement entre 2 types de profils ne posaient pas de problème, il y avait une vraie transparence, et ce qui, pour le coup, en France, n'est peut-être pas culturellement natif, quoi.
Ce qui se passe, c'est que de toute façon, sur certains profils tech, très niche, très recherchés, on a une concurrence qui est globale. C'est des profils qui demain pourraient être recrutés par une des big tech, par un Facebook en remote. Même si on a quelqu'un, par exemple, aujourd'hui qui est dans le milieu de la campagne espagnole, demain, on peut avoir Facebook qui les contacte, qui propose de leur doubler leur salaire et de continuer le deal qu'ils ont avec nous, de travailler à distance en full remote. Donc en fait, c'est forcément de l'individualisation. Et en fait, on a des sujets, par exemple, sur la manière dont on fait la gestion des salaires, la gestion de la compensation globale. C'est pas, par exemple, c'est pas des benchmarks locaux. Sur certains profils, c'est des benchmarks individuels. Il y a des personnes qui ont une valeur sur le marché, c'est leur valeur à elles. Et du coup, on ne peut pas le traiter comme on le traiterait pour un groupe de personnes, parce que si vous avez besoin de cette compétence-là, vous n'avez pas le choix en fait. Et ce que tu décrivais, c'est que même on va dire, il y a un prérequis qui est le salaire. Donc un Facebook qui aligne 200 000 € de plus, ça peut être compliqué de suivre. Mais ce que tu décrivais, c'est que avec ces prérequis-là, salaires qui peuvent être à peu près équivalents, le sujet de la culture d'entreprise, du collectif, devenait quand même aussi déterminant pour retenir des profils. On n'est pas non plus sur une population uniquement mercenaire et travailler sur la culture d'entreprise, sur le management, etc. Est un levier de rétention et d'attraction puissant. Oui, tout à fait. En effet, il y a des prérequis. Je pense qu'il y a plus de prérequis qu'avant. Donc, le salaire, c'est un prérequis. Si vous ne payez pas les gens assez, même s'ils ont envie de venir et de vous rejoindre, s'ils ne peuvent pas couvrir leurs dépenses, ça ne marchera pas pour eux. On a les sujets d'autonomie et de flexibilité, c'est devenu des prérequis pour nous également. Si vous dites aux gens, on voudrait vous recruter, vous devez venir au bureau tous les jours, les gens vont vous dire non. Parce que ça ne fonctionne pas et que pour eux, c'est un prérequis d'avoir cette flexibilité sur les modes de travail. Mais après, en effet, une fois que vous avez passé ces prérequis-là, vous avez un gros sujet de sens. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu quand j'ai rejoint Aidoc, parce que du coup, Aidoc, c'est une entreprise qui fait du logiciel médical. Donc, quand on parle de mission, quand on parle de vision d'entreprise, c'est des choses qui touchent au cœur de beaucoup de personnes, de se dire, je contribue à améliorer des sujets sociaux, des sujets sociétaux, et on se rend compte par rapport à ces boîtes-là, et à des boîtes plus, par exemple, si vous êtes une start-up qui fait du social selling, du marketing, peu importe, on se rend compte que du coup, il y a déjà un lien plus facile avec le sujet du sens et le sujet de la mission de l'entreprise. Et après, c'est au niveau de ce que font les gens dans leur travail de tous les jours et s'assurer qu'ils peuvent apprendre. Mais après, c'est pas des sujets nouveaux, c'est des sujets RH qui existent depuis toujours, les sujets de sens, les sujets d'engagement, les sujets d'apprentissage. C'est pas des choses nouvelles, c'est juste un prisme différent, c'est juste une importance différente, le niveau de prérequis de certaines choses qui changent. Mais je pense que c'est pas des sujets nouveaux. Non, mais du coup, ça devient des leviers. Et est-ce que chez Carrefour, l'aspect culturel, je sais que vous vous êtes doté d'une raison d'être et autres, est-ce que c'est des outils leviers qu'il faut avoir aujourd'hui, ou est-ce que vous arrivez à les utiliser justement sur du recrutement, sur du sens, même sur les populations que vous décriviez, sur le samedi, alors, dimanche? nous, on a un avantage, c'est que la plupart des gens nous connaissent. C'est-à-dire qu'ils savent, ils visualisent assez bien ce qu'est le métier de Carrefour. Donc, c'est un très gros avantage, parce que c'est compliqué quand vous devez commencer par expliquer qui vous êtes, ce que vous faites. Et c'est encore plus un avantage quand vous avez une marque qui est une marque commerciale. C'est-à-dire que vous êtes saoulé à la radio, à la télévision, vous savez qu'on existe. Bon. Mais du coup, c'est bien, ça évite, il y a toute une étape qu'on n'a pas à franchir. Après, effectivement, le sujet, c'est surtout quand vous êtes une grosse société, que vous êtes une société cotée, donc avec un déficit d'image de ce point de vue-là qui est quand même extrêmement fort. La grande distribution n'est pas un secteur qui a naturellement une très bonne image. Donc, nous, on a fait un très gros travail là-dessus. Il touche vite à ses limites, je vais expliquer pourquoi, mais on a fait deux choses, mais qui étaient totalement liées. On a, en 2018, décidé qu'on souhaitait devenir le leader de la transition alimentaire pour tous. Et dans le leader de la transition alimentaire pour tous, l'important, c'est le pour tous. C'est-à-dire que ce qu'avait dit Alexandre Bompard à l'époque, c'est
finalement, Carrefour, à sa création, a démocratisé la grande consommation. Maintenant, il faut que Carrefour démocratise la qualité. C'est-à-dire qu'il faut que la qualité alimentaire ne soit pas seulement réservée aux gens qui ont les moyens de se la payer. Bon. On le sait tous, en plus on est dans un quartier qui l'incarne parfaitement. Si vous allez dans une boutique bio, c'est formidable, mais vous allez payer quand même entre 20 et 30% plus cher votre produit que si vous allez dans un supermarché traditionnel. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à un moment donné à généraliser cette notion de qualité, qui est totalement différente de la notion du bio. Le bio, on est un élément, mais vous pouvez avoir des produits qui ne sont pas bio, qui sont de qualité. Alors, on y est de toute façon poussé parce qu'on est quand même dans une société de transparence. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des applications qui font que vous vous baladez dans un rayon, vous pouvez immédiatement savoir ce qu'il y a dans le produit qui est en rayon, vous pouvez avoir les appréciations de tous les gens qui l'ont acheté avant ou qui ne l'ont pas acheté. Donc, de toute façon, il y a un moment donné où vous ne pouvez plus raconter d'histoires. On dit souvent le client a repris le contrôle de sa consommation. Finalement, la grande distribution s'était construite sur une logique d'offre. C'est-à-dire que le client se déplaçait dans un magasin et là, il achetait ce que le magasin lui vendait. C'était la logique de la promotion, de la tête de gondole, etc. Et finalement, ce qu'il lui vendait, c'était le résultat d'une négociation qui avait été conduite entre l'entreprise et les fournisseurs, les industriels, etc. C'est fini. C'est fini. Le client, il a repris le contrôle de sa consommation parce qu'il a le choix maintenant. Il a le choix et par ailleurs, il est éduqué, il a la connaissance. Il sait, d'abord il demande et puis il veut savoir d'où vient le produit, ce qu'il y a dedans et il sait qu'il peut acheter dans un magasin physique, il peut acheter dans un grand magasin, il peut acheter dans un petit magasin, il peut acheter sur Internet. Donc, il a repris le contrôle. C'est majeur comme changement pour des entreprises de distribution. Et donc, d'où cette raison d'être qui est de dire, OK, très bien, donc nous, maintenant, notre responsabilité, c'est non, pas seulement d'offrir une alimentation pas chère, mais d'offrir une alimentation de qualité. Alors, c'est quand même un sujet aussi de pays riches. On est dans des pays dans lesquels, vous allez en Argentine, il y a 30% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Leur priorité, c'est pas la qualité, c'est quand même de trouver à manger à un prix abordable. Donc il faut trouver l'équilibre entre cette double responsabilité qui, à un moment donné, vous devez avoir des produits accessibles, et puis vous devez aussi tout faire pour essayer de mettre cette qualité à la portée de tous. C'est pas facile. Si demain on décide de plus vendre de Coca-Cola ou de plus vendre de Nutella, les gens vont pas venir. Ils vont pas venir parce que Non, il faut faire confiance aux gens. Mais non, mais on adorerait. On adorerait. Mais ils vont aller parce que leurs gosses veulent du Coca, parce que leurs gosses veulent du Nutella, c'est pas eux, mais parce qu'il y a... Non, attendez. Si vous retirez, il y a des produits, si vous les retirez, pardon, mais si vous les retirez, les gens ne viennent plus. Parce qu'ils vont... Des tests ? Évidemment. Et c'est radical. Ah, mais c'est radical. Vous avez des produits, d'ailleurs les fournisseurs le savent, qui sont des locaux. Vous savez, quand vous négociez avec des fournisseurs, parfois vous êtes en position de force parce que le fournisseur, il a besoin de vous pour que vous distribuiez ses produits. Parfois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le fournisseur, il sait que si vous n'avez pas son produit, les gens ne viendront pas. Donc vous ne parlez pas de la même manière à monsieur Coca-Cola Zéro qu'au producteur de jus d'orange à côté. Le producteur de jus d'orange, il a besoin que vous vendiez son jus d'orange. Monsieur Coca-Cola, il sait que vous avez besoin de vendre son Coca-Cola pour que les clients viennent acheter le jus d'orange. Donc, c'est quand même un équilibre qui est très, très compliqué à trouver. Alors, ça, je pense que on progresse, mais le blocage à la fin, il est quand même très, très financier. C'est-à-dire que la limite qui est celle de tous les consommateurs dans cette recherche de la qualité, c'est celle de leur propre pouvoir d'achat. Et à un moment ou à un autre, la qualité se fait. Vous avez bien vu pendant le confinement, nous avait reproché que les prix des fruits et légumes augmentent dans la grande distribution. C'est pourquoi ils avaient augmenté, pas parce que la grande distribution avait décidé de profiter du confinement pour augmenter ses marges, c'est qu'on ne pouvait plus s'approvisionner à l'étranger, que donc on s'approvisionnait en France, voire qu'on s'approvisionnait très localement, et que vous le vouliez ou non, c'est plus cher.
Donc la qualité de local, ça a un prix. Et tout l'enjeu pour nous, c'est d'abaisser ce prix. Et est-ce que derrière, si on fait le parallèle avec l'interne, est-ce que la crise, on entend beaucoup parler du sens, de l'impact, etc. Est-ce que cette raison d'être, on a parlé du volet client, est-ce que pour vous, ça a été une accélération sur sa déclinaison en interne? Nous, on a eu un effet positif parce que, enfin, vous vous en souvenez peut-être, alors ça disparaît très vite, hein. Mais enfin, il y a eu toute la deuxième ligne, enfin, on a été avec un certain nombre de professions. Donc il y avait la première ligne, c'était les professions de santé, puis il y avait la deuxième ligne, c'est toutes les professions qui ont continué à travailler. Donc on a bénéficié du fait qu'à un moment donné, en France mais aussi dans d'autres pays, il a été considéré que c'était une sorte de miracle que la chaîne alimentaire continue à fonctionner. La réalité, c'est qu'elle n'a jamais été en risque. On n'a jamais été en risque sur les approvisionnements. J'allais dire, on l'est presque moins qu'en ce moment où il y a des vraies ruptures sur certaines matières premières qu'on n'avait pas à l'époque. Mais donc, on a eu un effet d'image très positif, très favorable dans un secteur qui normalement n'a pas une bonne image. Bon, après, ça dure ce que ça dure. Hein. Faut quand même pas, faut pas s'illusionner là-dessus non plus. Mais du coup, il y a eu un vrai sentiment chez les salariés de Carrefour de fierté. C'est-à-dire que pendant cette période, ils ont eu un sentiment d'utilité sociale que probablement ils n'avaient pas ressenti jusque-là. Et du coup, peut-être parce que je vois le temps qui file et puis on voudra avoir le temps de prendre quelques questions, mais c'est une dernière question qui est plus pour vous, personnel. Est-ce que cette crise vous a changé? Quel regard vous portez-vous sur votre fonction? Donc il ne s'agit pas de tout réinventer en 10 minutes, mais est-ce que ça vous a changé finalement? Et toi, comment ça t'a fait évoluer, réfléchir, voir les RH? Peut-être que ça n'a rien changé du tout. Hein. Dans ma pratique, ça n'a pas changé grand-chose. Après, par contre, on va dire qu'il y a des choses... En fait, ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on travaille ou des choses qu'on voudrait faire qui n'ont pas, par exemple, de cadre légal, ou qui ont des barrières, enfin des cadres très flous sur les choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Et l'idée, c'est de réussir en fait sur tous ces sujets-là qu'on a parlé, qui sont communs à toutes les entreprises, hein. Les sujets du sens, les sujets du cadre de travail, les sujets de l'engagement, les sujets de l'autonomie. Moi, la problématique, c'est quand on veut aller très loin sur certains sujets, du coup, comment on fait? Sur toutes les choses où on n'a pas de réponse aujourd'hui, où c'est des choses à inventer, où c'est des choses où on teste un peu les frontières, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Par exemple, toutes les startups que j'accompagne à Londres ont toute une politique où les gens peuvent travailler d'où ils veulent. Donc ça, c'est la base. Mais dans les faits, travailler d'où vous voulez, il y a des implications, fiscales, il y a des implications légales, il y a des implications de plein de côtés, des implications juridiques. Donc c'est comment est-ce qu'on supporte, on fait avancer ces sujets-là, tout en soit aidant à créer le cadre qui n'existe pas aujourd'hui, ou en s'affranchissant un petit peu, profitant un petit peu des barrières des zones grises, et en fait en prenant des risques qui sont calculés. C'est quand même savoir où on va. Et aujourd'hui, tous les dirigeants, tous les fondateurs de start-up vous disent « Ah, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça ». Et du coup, avec votre casquette RH, c'est comment est-ce qu'on peut faciliter ces choses-là, mais en même temps s'assurer qu'on sait ce qu'on fait, on sait où on va, et on le met en place d'une manière qui va pas occasionner de risques démesurés ou de risques que l'entreprise n'est pas prête à prendre, parce qu'en fonction des entreprises, des secteurs, c'est des niveaux qui sont très, très différents. Et en même temps, s'assurer que le cadre fonctionne pour les gens. Et moi, j'ai des sujets qui me tiennent à cœur personnellement, les sujets de psychological safety. Je ne sais pas comment vous traduisez ça en français. On va dire voilà. Oui, Non, c'est santé mentale, qu'on peut dire aussi. C'est plus le sentiment où vous pouvez prendre des risques, vous pouvez apprendre, vous pouvez essayer, et vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va arriver et qui va vous dire « Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ?» C'est vraiment... Sécurité psychologique, merci.
Voilà, les sujets de sécurité psychologique, les sujets d'inclusion, tous ces sujets-là qui me tiennent à cœur, c'est s'assurer en fait que quels que soient les projets sur lesquels on travaille, quelles que soient les choses qu'on met en place, quels que soient les cadres et les environnements qu'on essaye de créer, qu'on puisse toujours s'assurer que ces sujets-là sont protégés. Et après, on a plein de sujets de prospective, on a plein de sujets d'éthique, par exemple, pour les startups dans la tech. On a plein de sujets sur lesquels on réfléchit, pour lesquels on n'a pas forcément de réponse. Donc, la difficulté, c'est juste d'avancer sur toutes ces choses où on n'a pas forcément de réponse, on ne sait pas forcément où on va, on ne sait pas forcément comment le cadre législatif va évoluer et si on va devoir changer de direction au dernier moment. Mais après, c'est aussi la beauté c'est aussi la beauté de la chose. Du sel au job. Et de votre côté, Jérôme? Alors, je pense que, d'abord, les entreprises, mais les sociétés en général, vivent finalement des crises de nature différente assez régulièrement. Enfin, il y a pas tout à fait 15 ans, on avait connu cette crise financière. Ce que celle-ci a de différent, c'est la dimension tragique, c'est la dimension sanitaire tragique. C'est-à-dire que vous avez des salariés qui sont malades. À l'échelle de Carrefour, c'était des milliers de salariés qui étaient malades. Vous avez évidemment des salariés qui décèdent. Donc il y a une dimension tragique qui est assez inédite dans la gestion d'une crise. Mais si vous faites abstraction de ça, c'est un formidable apprentissage. Parce que, d'ailleurs, c'est ce que moi je disais toujours à mes équipes. Je dis, écoutez, c'est terriblement dur, mais dites-vous que là, vous apprenez que dans 5 ans, dans 10 ans, quand un recruteur vous fera raconter votre vie professionnelle, vous direz que vous avez été, 6 mois, 1 an, 18 mois, au cœur de la gestion d'une crise totalement inédite, et que qu'on le veuille ou non, c'est une richesse d'apprentissage tout à fait incroyable. Parce qu'on oublie, et c'est très bien qu'on oublie, parce que je pense qu'il permet d'avancer, mais on oublie le degré d'incertitude dans lequel on était sur tous ces sujets il y a exactement 2 ans, quasiment jour pour jour. Enfin, franchement, on vivait au jour le jour et on n'avait aucune idée de où on serait dans 1 mois, dans 2 mois. On nous annonçait des confinements de 15 jours, personne n'y croyait. Enfin, on ne se rend plus compte maintenant où quand même on maîtrise assez bien cette situation, où on est capable au mois de janvier de vous expliquer presque au jour près que la 5e vague va être à son pic à tel jour, va retomber à tel rythme, et que tout se passe exactement comme ça vous était annoncé. Il y a 2 ans, mais je crois que le plus dur, c'était ça. C'était le mix entre cette incertitude et la dimension personnelle un peu tragique de la crise sanitaire. Les gens avaient peur pour eux, ils avaient peur pour leur entourage, ils étaient entourés de gens malades. Donc c'est quand même un formidable, je pense, apprentissage. Après, sur un plan plus opérationnel, on a dû fonctionner dans cette incertitude et on a dû fonctionner dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on a pu prendre des décisions très rapides parce qu'il a fallu mettre en place des mesures sanitaires. Je rappelle qu'on n'avait rien, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. Qu'il a fallu s'adapter en permanence à je confine, je redéconfine, j'ouvre jusqu'à 18h, j'ouvre à 21h, je ferme le dimanche, j'ouvre le dimanche, je ferme les rayons essentiels, je les rouvre, etc. Puis ensuite, on a eu quelques problèmes ponctuels très médiatisés d'approvisionnement sur des sujets spécifiques, les masques, et puis après vous avez eu les autotests, et puis après vous avez eu... Donc, on a appris à gérer des situations particulières dans l'urgence. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à conserver dans le monde d'après, auquel je ne crois pas, c'est-à-dire que je pense que malheureusement on va revenir, le risque c'est de retomber dans les travers d'avant. Et donc c'est de conserver cette agilité, cette capacité à prendre des décisions rapidement, finalement cette capacité à se mettre en risque à un moment donné, parce que vous êtes obligé de prendre la décision et que vous n'avez pas tous les éléments pour la prendre. Mais vous ne pouvez pas la prendre, parce que le statu quo n'est pas une option. Je pense que le gros enjeu pour nous, c'est de garder ça, c'est d'essayer de garder tout ce qu'on aura finalement appris dans cette période et de ne pas l'oublier et d'en tirer un avantage dans la durée. Je trouve que ça fait une belle conclusion. Comment est-ce que tout ça permet au RH de rester... moi, je m'étais noté créatif et preneur de risques. Risque, ce n'était pas nécessairement ce qu'on avait comme image des DRH avant la crise. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de projeter ça. Et donc, merci à vous deux pour ces échanges. Merci. Merci.